C'est maintenant pour moi le moment de recevoir Fabien Bilran. Fabien Bilran est co-auteur avec Agnès Naudin de ce livre « Police, la loi de l'Omerta » sous-titré « Soit tu fermes ta gueule ». Soit tu fermes ta gueule est publié aux éditions du Cherche Midi. Fabien Bilran connaît de près son sujet. Il est officier de police judiciaire spécialisé dans le trafic de stupéfiants. Et s'il a décidé aujourd'hui de briser l'omerta d'une institution qui empile les cadavres dans les placards, c'est parce que le climat particulier qui peut y régner l'a mené à deux doigts du suicide, tout simplement. Aujourd'hui, il est engagé au service de la prévention du suicide chez les policiers et du dialogue entre police et population. Ensemble, on parlera donc de ce livre qui raconte le parcours de 6 policiers issus de services différents, les stupes, les mineurs, la BAC, les CRS ou la police aux frontières. 6 policiers qui témoignent de faits de racisme, de violence, de harcèlement, de faux en écriture, voire de corruption, et qui témoignent à visage découvert. Pas seulement pour dénoncer, mais pour que les choses changent vraiment. C'est l'heure de l'entretien d'actu. Bonjour Fabien Bilran. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, et vous ? Ça va. Et ça irait mieux s'il faisait quelques degrés de plus. Alors, le livre que vous avez écrit avec la capitaine de police Agnès Naudin, porte-parole de la FSU intérieure, s'organise autour de plusieurs témoignages qui évoquent divers aspects de l'omerta entretenue par la police. Je vous propose de les évoquer dans un premier temps pour évoquer par la suite votre itinéraire et vos propositions pour que les choses aillent mieux. OK ? Alors, vous évoquez une thématique qui revient moins souvent sous les feux des projecteurs que celle des violences policières. À travers le cas de Serge, vous pointez ce que vous appelez le commerce des indulgences qui a existé et qui existe peut-être toujours, vous nous le direz. Ces PV qui sautent moyennant quelques billets, des billets qui circulent dans les commissariats, ça a l'air assez incroyable, mais en tout cas, ça a existé. Je ne sais pas si ça existe toujours, vous nous le direz. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce commerce des indulgences au sein de la police? Disons que Serge, dans son ancienne unité donc, de CRS autoroutière, avait constaté de la corruption pour faire sauter les amendes, clairement. Ce qu'il raconte qui est intéressant, surtout, c'est la façon dont il s'y opposait, dont il a signalé à l'IGPN, et ce qu'on lui a répondu, c'est-à-dire que l'affaire était trop grosse et qu'elle ne pouvait pas être traitée. C'est notamment ça qu'on essaie de faire ressortir de l'ensemble des témoignages, c'est la difficulté pour les policiers en interne de signaler les faits, ce qui a été fait, je veux dire, c'est pour ça qu'on en arrive aujourd'hui à un livre, c'est parce que, malheureusement, en interne, les relais hiérarchiques, les relais syndicaux ne fonctionnent plus pour faire émerger les problématiques. Alors, Serge, qui dénonce ces faits gravissimes, n'est pas félicité par sa hiérarchie, mais il se retrouve plutôt harcelé, en fait. C'est ce qui s'est passé. Oui, comme nous tous d'ailleurs. Malheureusement, plutôt que d'encourager la vertu policière et le signalement du dysfonctionnement pour améliorer le service public de sécurité, malheureusement, on s'acharne un petit peu sur les agents qui seraient révélateurs ou qui dénonceraient les dysfonctionnements. Alors, toujours à travers Serge, vous évoquez un autre phénomène qui mine la police, les changements fictifs de service. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est quoi ces changements fictifs de service ? Oui, dans son service notamment, il avait par exemple 2 agents qui étaient théoriquement affectés à son unité nouvellement arrivés et en fait il ne les a jamais vus arriver. C'est-à-dire qu'on les affectait dans son unité pour qu'ils puissent rester théoriquement dans son unité, mais ils restaient en fait dans leur unité précédente pour pouvoir prendre leur grade, parce que normalement si on doit changer de grade à la police, on doit changer d'unité, et là c'était, on va dire, une petite magouille administrative pour faire croire à la vraie mutation. Sauf que dans le concret, il ne venait pas chez Serge. Mais qui fait la magouille ? Ce sont les syndicats de police, c'est la direction, ce sont des commissaires qui organisent ces manières de progresser en grade et en carrière et en salaire sans en réalité bouger de là où on est et en faisant toujours la même chose. Mais ce qui est problématique et que nous dénonçons, c'est justement cette cogestion entre l'administration policière d'un côté et les syndicats de police de l'autre. Puisque pour muter ou pour avoir son avancement ou pour avoir sa mutation ou pour avoir certains avantages, les syndicats ont un poids très lourd, on va dire, dans la prise de décision. Et malheureusement, le policier qui ne va pas être syndiqué n'aura pas les mêmes avantages que celui qui est syndiqué. Alors vous évoquez aussi des histoires de faux en écriture en prenant l'exemple d'une affaire pourtant grave, de corruption sur mineurs et de violences sexuelles, de pédocriminalité, j'ai envie de dire.
Bien sûr, c'est de la pédocriminalité. Mon collègue ici, Christophe, à la brigade des mineurs de Marseille, a eu des suspicions, en tout cas, envers un de ses collègues de la brigade des mineurs également, et qui est en plus président d'une association pour des enfants aux Philippines. Donc, son regard a été un petit peu attiré par des échanges de SMS suspects, notamment. Il raconte comment la hiérarchie a étouffé littéralement le problème, par complaisance, par copinage ou par même volonté de ne pas entacher l'image du service, au point que c'est Christophe qui s'est retrouvé harcelé et mis à l'écart à la place de ce pédocriminel. Alors que les preuves de ces agissements, de ces comportements, elles étaient patentes quelque part. Elles étaient assez éloquentes, effectivement. Il y a encore, le mis en cause n'est pas encore jugé, donc je ne pourrais pas vous révéler les détails en tout cas, mais ils étaient suffisamment éloquents pour une mise en examen en tout cas, et pour son placement en détention provisoire en attente de son procès. Effectivement, c'était des faits gravissimes, d'autant plus qu'ils ont lieu au sein d'une brigade des mineurs. Mais justement, on se dit, mais ils ne sont pas aussi cyniques que cela. Au fond, en quoi cela trouble l'ordre public ou bien même les privilèges policiers de révéler, en fait, de faire la lumière sur des affaires aussi graves de pédocriminalité? Je n'aurai pas malheureusement l'explication à leur place, mais je peux imaginer facilement que la hiérarchie ne voulait pas avoir de tâches pour sa carrière, tout simplement. Donc dans cette logique-là, et d'ailleurs c'est cette logique qui rentre en compte dans beaucoup de situations, on va préférer étouffer plutôt que de faire en sorte de faire émerger le problème pour ne pas donner la mauvaise image du service et de fait à ceux qui dirigent ce service. Alors, vous posez aussi la question du suicide, de la dépression et du harcèlement moral au sein de la police. Ces thématiques parcourent votre livre. Alors, ce sont des thématiques dont on a entendu parler. On sait que le suicide parmi les policiers est très important. Vous racontez des histoires terribles de policiers qui se sont suicidés. Il y en a même un qui s'est donné la mort, a donné la mort à sa conjointe et à ses enfants. D'où vient cette souffrance-là qui est peut-être un peu moins visible que les autres thématiques ? Déjà, cette souffrance, elle vient de loin, puisque en 25 ans, c'est 1100 suicides de policiers. C'est-à-dire, c'est une moyenne terrible de 44 suicides par an, en moyenne. Donc 1100 êtres humains, en fait, qui se sont ôtés la vie. Par rapport à des souffrances au travail et autres d'ailleurs, puisque le suicide peut être multifactoriel. Mais ce que nous on constate au travers de ce livre et au travers de différents témoignages, c'est que la police elle a fondamentalement changé à partir de 2002. À la fin de la police de proximité, il y avait déjà eu une réforme problématique en 1996 où il y avait eu d'ailleurs une vague de suicides de 70 cette année-là. Et depuis, en fait, les policiers perdent le sens au travail. Ils ne répondent qu'à des injonctions pour faire de la statistique, pour embellir, on va dire, le discours médiatique qui peut en être... le discours médiatique des politiques qui oui, sont au pouvoir. Bien sûr. Et y compris d'ailleurs de la haute hiérarchie policière qui va se vanter d'avoir réussi à faire baisser la délinquance, alors que quand on voit comment sont traiter les statistiques en interne, voilà, on voit bien qu'il y a un problème. Et ça, les policiers, ils en ont conscience, ils sont marqués par ça. Et au-delà de ça, il y a aussi toutes les situations extrêmes d'urgence, de violence qu'ils peuvent affronter au quotidien. Quand on passe d'un accident de la route, où il peut y avoir des blessés très graves, voire des morts, on peut intervenir après sur des violences conjugales, on peut aller décrocher un pendu, on peut aller faire tout un tas d'opérations qui peuvent être particulièrement traumatisantes et qui génèrent du stress post-traumatique, comme pour les militaires sur les théâtres d'opération, ou comme d'ailleurs tous les services d'urgence, médecins, pompiers compris. Et malheureusement, ce stress post-traumatique est maltraité ou sous-traité en tout cas dans la police, ce qui fait que là, on se retrouve avec un espèce de cocktail qui tire les policiers vers la souffrance et malheureusement vers le passage à l'acte suicidaire. On a l'impression que globalement, pour survivre et avancer professionnellement dans l'autre institution policière, il faut se conformer et ne pas faire trop de vagues. Ne pas faire de vagues du tout. C'est un peu le sous-titre du livre, hein. Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule. En gros, il n'y a pas beaucoup de choix. Et pour ceux qui oseraient le faire, c'est du harcèlement moral particulièrement compliqué à vivre et à survivre, et qui pousse d'ailleurs certains policiers au suicide. Donc, du harcèlement moral organisé ou toléré par la hiérarchie ? Mais, quand le harcèlement moral est toléré jusqu'au commissaire, en tout cas, le chef de service, effectivement, c'est tout un problème hiérarchique. Mais ce que nous dénonçons aussi au travers du bouquin, au-delà des histoires individuelles qui pourraient mettre en cause des harceleurs, c'est aussi le système, le fonctionnement. C'est-à-dire que, par exemple, pour un policier,
policier, s'il n'a pas une bonne notation, il ne pourra pas muter, il ne pourra pas avoir son avancement. Donc ça veut dire que son supérieur hiérarchique a tout pouvoir sur sa carrière future. Voilà, il y aurait des tas d'exemples à citer pour montrer en fait que il y a vraiment la structure policière qui est dysfonctionnante en termes de qualité de vie au travail pour les policiers, ce qui est déjà problématique. Et si on rajoute à ça des situations individuelles qui sont particulièrement graves, on obtient malheureusement des très grosses difficultés, dans des proportions d'ailleurs qui ne sont pas assez soulignées, parce que là je vous évoquais le chiffre de 1100 suicides, mais on ne parle pas des tentatives, on ne parle pas des arrêts maladie, on ne parle pas du nombre d'arrêts maladie, on ne parle pas de stress post-traumatique détecté, on ne parle pas de coûts aussi pour les finances publiques, de tout ça. Donc voilà, ce malaise à mon sens il est beaucoup plus profond que les chiffres, même si j'aime pas utiliser ce terme, mais voilà, que les chiffres en eux-mêmes, puisque malheureusement c'est d'énormes souffrances policières pour beaucoup de policiers que d'ailleurs nous avons rencontrés pour l'écriture de ce livre, mais qui n'ont pas souhaité témoigner pour certains par peur de représailles, voire même de danger pour leur vie. Alors, votre propre témoignage figure dans ce livre. Vous évoquez notamment un chef qui a connu son heure de gloire médiatique, si on peut dire, quand une vidéo a fait le buzz. C'était en 2019 à Mantes-la-Jolie. On regarde. L'ambiance est grave. Par manque de menottes, ils ont les mains entravées ou sur la tête. 151 jeunes du Val-Fouré. Sur la vidéo amateur, ce commentaire, on ne sait pas qui parle. Voilà une classe qui se tient sage. Les adolescents, eux, restent muets. Ils ont été interpellés pour attroupement armé au Val-Fouré en marge d'un blocage. À genoux, les mains sur la tête, une position réglementaire selon la police, qui ajoute qu'il n'y a eu aucun blessé. Dans la journée, 2 voitures avaient été incendiées sur ce parking par des individus cagoulés et armés de battes de baseball. Alors, le commissaire qui s'occupait de ce secteur à Mantes-la-Jolie, vous le connaissez plutôt bien. Oui, je l'ai côtoyé au commissariat de Colombes justement au cours de ma carrière, et notamment sur un épisode particulier que je rapporte dans le livre, à l'occasion d'une présentation de mise en cause, on va dire, à des victimes pour une reconnaissance derrière une glace Santin, sur une grosse affaire qu'on avait eu à traiter au commissariat. Voilà, il y a eu de l'animosité, de l'énervement de la part des personnes placées en garde à vue. Et ce commissaire, en fait, a donné le départ, on va dire, à des violences, puisqu'il a copieusement frappé au visage un enfant de 15 ans qui était à ce moment-là. Et pour moi, ça a été assez douloureux de devoir taire ce genre de choses, puisque derrière, ça a des conséquences sur le terrain pour les policiers. Puisque ce jeune qui a été frappé à l'âge de 15 ans, à partir de ce passage-là en garde à vue, il est devenu complètement hystérique, colérique et clairement anti-police à la vue de l'uniforme, ce qui rajoutait aux difficultés des policiers de terrain qui n'avaient pas été concernés par ces violences. Et d'ailleurs, à sa majorité, donc 3 ans plus tard, il a été condamné pour avoir menacé de rafaler les policiers et pour les avoir menacés de mort. Donc moi, ce qui m'interroge particulièrement, c'est le mauvais exemple qui est donné par ce commissaire, puisque au-delà de, on va dire, la violence en elle-même, c'est ce qui est suggéré aux policiers, c'est qu'en gros, vous pouvez faire, il n'y aura pas de problème, puisque même le commissaire le fait. Donc moi, je trouve ça particulièrement grave. Et malheureusement, et je le dis dans le livre, ça m'a fait un petit peu sourire de manière cynique quand j'ai vu ce qui s'était passé à Mantes-la-Jolie, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'il s'occupait toujours aussi bien des adolescents. Et c'est terrible parce que justement, le système n'a pas réussi à détecter ce côté maladivement violent vis-à-vis d'enfants. Et c'est ce système aussi qui produit de la violence auprès des justiciables, enfin de la part des justiciables, de la part des enfants, de nos enfants, même s'ils ne sont peut-être pas considérés comme nos enfants par ce commissaire-là. Alors vous témoignez assez bien des effets délétères de la politique du chiffre, notamment dans les brigades de stupes que vous connaissez bien. Racontez-nous un peu. En commissariat, par exemple, j'étais censé enquêter, en tout cas, ce que j'avais pour idée, d'enquêter sur des trafics, sur des réseaux criminels et autres au niveau local. Et en fait, mon commissaire est venu me voir en me disant « Mais en fait, Fabien, t'as pas compris, il vaut mieux 10 interpellations de consommateurs plutôt qu'une interpellation d'un dealer. » C'est plus rentable. Très grave ce que vous dites. En gros, il est mieux vu
de harceler des petits consommateurs de drogue dans un pays où finalement la consommation de drogue, qu'elle soit douce ou dure, est quand même assez démocratique, entre guillemets, plutôt que de remonter les filières qui vont conduire aux gros dealers et donc qui vont assécher les réseaux de... Alors là, on est au niveau du commissariat, donc on ne parle pas de filière à proprement dite internationale, hein, mais en tout cas, non, je parle, oui, la volonté local qui est affichée du commissaire, y compris au travers de ses équipes, c'est de dire en gros, faites-moi du travail de quantité. Peu importe la qualité du travail policier, ce qui compte, c'est qu'à la fin, on ait 10 interpellations, puisque les 10 interpellations, ça se transforme en 10 faits élucidés. C'est facile, hein, quand on trouve une boulette de shit à la poche, le fait élucidé, puisque la personne se retrouve en possession de stupéfiants. Et donc, en termes de statistiques, ça prend beaucoup moins de temps et c'est beaucoup plus rentable pour afficher après des bons chiffres au commissariat, qui eux-mêmes sont ensuite repris à niveau national par le ministre ou par ses services, pour vanter l'efficacité policière en disant, voilà, on a fait tant d'interpellations ce mois-ci, c'est exceptionnel, on a progressé, alors que quand on regarde le chiffre, on va dire, de la réalité de sa construction, on se rend compte que le travail de qualité n'est pas là du tout. Alors j'imagine que les consommateurs de cannabis de la Courneuve sont un peu plus interpellés que les consommateurs de cannabis de Neuilly ou alors du 16e arrondissement. Mais forcément, parce qu'en plus, la police, elle se consacre sur la partie visible du trafic, c'est-à-dire le deal de rue. Donc le deal de rue, c'est forcément un point de deal avec une tour d'immeuble, comme on peut l'imaginer, et c'est en général dans les quartiers populaires. Donc quand on met l'accent sur ces points de deal-là, visibles, bien sûr, forcément, ça va toucher plus les habitants de la Courneuve que de Neuilly. Et ça a été renforcé par un phénomène depuis, on va dire, le début des années 2010, mais on l'a constaté particulièrement à partir de 2014, où on avait le système de deal au portable, c'est-à-dire que vous pouvez commander votre consommation de stupéfiants pour vous la faire livrer à domicile. Et comme là, des pizzas ou comme des pizzas, comme n'importe quel autre bien de consommation, sauf que la différence de prix, puisque forcément quand on se fait livrer à domicile, il y a un coût supplémentaire qui ne peut pas être porté notamment par les personnes les plus précaires, qui vont toujours se rendre visibles, on va dire, sur le point de deal. Et malheureusement, c'est toujours les personnes visibles qui sont ciblées, au détriment de celui qui aurait le confort de pouvoir commander à domicile dans les beaux quartiers. Donc en gros, mieux vaut être un consommateur de drogue friqué ou vivant dans les beaux quartiers, il ne nous arrivera rien, on sera impuni entre guillemets. Et le consommateur de drogue qui vit dans un quartier populaire, ou alors le petit dealer qui survit dans un quartier populaire, eux, ils sont ciblés par cette stratégie de manière particulière. Et cette stratégie, effectivement, provoque de la discrimination, en tout cas entre les différents quartiers. Alors, vous racontez aussi votre plongée à vous-même dans le burn-out, dans la dépression et au bord de l'abîme. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous arrivait, vous, en tant que policier, et ce qui a justement créé le déclencheur pour que vous deveniez aujourd'hui un lanceur d'alerte ? Alors, ça a commencé en 2016, en fait. Pour le début de l'histoire, à l'époque, je fais déjà un burn-out par rapport aux conditions de travail qui sont un peu terribles. On avait, par exemple, un véhicule pour 20 enquêteurs. On avait des locaux dans un état déplorable. J'avais même retrouvé mon gilet pare-balles doublement étiqueté, c'est-à-dire qu'il était périmé, il m'avait été présenté comme neuf en sortie d'école de police. Enfin voilà, tout ça pour avoir vraiment des conditions absolument abominable. Et plus, je me suis retrouvé à faire des 800-850 heures sup par an. Donc ce qui était beaucoup trop. J'en suis arrivé à un burn-out. Et à ce moment-là, arrive l'événement de Viry-Châtillon qui a été traumatisant pour les policiers, à savoir des policiers qui ont été enfermés dans leur voiture, à qui on a jeté des cocktails Molotov. Et il faut savoir que la mission des policiers, quand même, c'était de surveiller une caméra de surveillance. Donc face à la violence et l'absurdité, on s'est tous un peu révoltés spontanément dans la rue en 2016. Et je me suis retrouvé, par diverses circonstances, un petit peu dans les meneurs de ce mouvement des policiers en colère. Ce qui m'a valu justement un harcèlement moral copieux de ma hiérarchie à l'époque, qui a duré quasiment un an, jusqu'à pouvoir m'extirper, on va dire, dans un autre service à la brigade des stupes. Et là, dans ce service-là, c'est le service que j'avais toujours rêvé, on va dire, en étant jeune, en étant même presque enfant, de me dire, voilà, je vais aller arrêter les dealers, je vais aller arrêter la criminalité organisée, etc. Et là, pour moi, ça a été un petit peu la désillusion dans ce service que j'idéalisais beaucoup et qui, en réalité, n'était pas celui escompté. Et, Pourquoi c'est désillusion ? Parce que, voilà, il y avait aussi une très forte politique du chiffre. À notre niveau, bien sûr, puisque là, on n'était pas au niveau de l'échelle locale, mais à un niveau un peu plus régional, notamment sur le phénomène des mules. On avait beaucoup de saisies de cocaïne. Pour dire, regardez, on a fait beaucoup de saisies de cocaïne cette année. Sauf qu'en fait, il y avait de plus en plus de mules. Donc ça s'explique, je veux dire, cette augmentation. Les mules.
Les mules, oui. Alors, quand je dis mules, c'est les passeurs, ceux qui peuvent ingérer des ovules de cocaïne depuis l'Amérique du Sud pour les transporter, incorporer dans leur corps en France. Donc voilà, tout un tas de circonstances, notamment des propos aussi qui me dérangeaient de plus en plus, des propos racistes, des propos sexistes, etc. Et à cette occasion, j'avais créé un compte Twitter anonyme pour essayer de faire émerger un petit peu la parole policière de l'intérieur et essayer d'objectiver un petit peu ces propos. Donc j'avais rapporté par exemple que les policiers disaient Goebbels, donc en parlant l'allemand pardon, en parlant de le lapsus. Désolé. L'allemand en parlant de l'ancien préfet de police, il se prend pour Goebbels, mais il n'y arrive pas à la cheville. À l'époque des manifestations suite au mouvement, suite à George Floyd, donc contre les violences policières et le racisme, il y a eu des propos qui disaient les manifestants, qu'est-ce qu'ils foutent là, il serait mieux dans les champs de coton. Ou pire à mes yeux, parce que c'était en école de police, dès le départ, qu'on l'a dit aux policières. Et il y a plusieurs policières dans toute leur carrière, c'était n'oublie pas que les femmes sont rentrées après les chiens dans la police. Donc moi, ces propos-là, ils étaient inacceptables. Je les ai révélés, on va dire, de manière anonyme sur Twitter, parce que je savais très bien que pertinemment, en interne, ça aurait peu de chances d'aboutir. Et là, mon chef de groupe est tombé dessus. Et donc, ça en est suivi une discussion où il m'explique. Il s'est rendu compte que en fait, c'était vous. Voilà, que c'était moi. Et il me dit, voilà, Fabien, tu peux pas dire ça. On est un groupe constitué, collectif. Si tes collègues peuvent avoir confiance en toi, ça va être compliqué pour la dynamique et autres. Et là, à ce moment-là, je ne peux pas avoir confiance en toi et se lâcher avec des propos racistes. Où est-ce qu'on va, en gros Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et là, j'ai très vite compris à ce moment-là que j'allais me retrouver isolé et ostracisé, un petit peu comme je l'avais vécu pendant la période de harcèlement à Colombes. Et à ce moment-là, en fait, le stress post-traumatique généré par le harcèlement s'est réveillé. Donc j'étais vraiment dans une période de rumination et autres. Et je suis rentré le soir chez moi un peu dépité, pas trop savoir comment faire, parce que là, on va dire que mon rêve de carrière était en train de s'écrouler à la brigade des stupes. Et le même soir, ma copine me quitte. Donc là, il y a vraiment tous mes piliers, on va dire, qui sont écroulés ce soir-là. Et je voyais pas d'autre solution, parce que là, vraiment, c'est un non-choix dans ma tête à ce moment-là. Je suis tellement pris dans une boucle infernale que la meilleure des solutions envisagées à ce moment-là, c'est de mettre fin à mes jours. Et pour ce faire, je me suis donc dirigé dans ma voiture devant le commissariat de Colombes, parce que pour moi, c'était là où tout avait commencé au niveau de ma souffrance. Et je me suis enfermé dans la voiture pour éviter d'être empêché potentiellement par mes collègues. J'ai sorti mon arme, je l'ai placée dans ma bouche et prêt à faire feu, en sanglots. Et à ce moment-là, c'est un miracle, en fait. C'est l'alarme de la voiture qui s'est déclenchée et qui m'a un petit peu sorti, on va dire, de cette boucle infernale. Et à ce moment-là, j'ai repris un peu de lucidité. Je me suis dit, merde, t'es con, arrête ça tout de suite. Et voilà, je suis parti me reposer parce que voilà, j'ai pris conscience à ce moment-là que j'étais sorti de la boucle et que j'avais besoin d'aide et d'accompagnement pour pouvoir justement m'en sortir. Et c'est ce que vous avez fait, vous avez cherché les moyens de vous en sortir. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui ? Alors, j'ai pu être accompagné justement par l'association de prévention du suicide PEPS, pour lequel j'étais déjà membre, qui m'a accompagné vers une clinique notamment spécialisée, qui a un programme qui s'appelle Robe et Uniforme, donc justement pour accompagner les professionnels d'urgence dans le traitement du stress post-traumatique. Et aujourd'hui, en fait, j'ai quitté la police. Au mois de juin, j'ai obtenu une rupture conventionnelle, non sans mal, puisque ça a pris quand même plus d'1 an et demi pour avoir une réponse. Et j'ai quitté la police parce que voilà, j'estime que j'ai fait tout ce qui était mon possible de faire pour essayer de changer les choses de l'intérieur. Et malheureusement, je n'y suis pas arrivé. Donc voilà, c'était aussi une prise de recul et d'essayer de prendre un peu de champ et de hauteur sur mon activité professionnelle pour essayer de contribuer un peu plus, distancé avec à la réflexion justement sur tous les sujets. Et je suis engagé notamment chez l'association que je vous précisais, PEPS, mais aussi une association qui s'appelle LEAP pour Law Enforcement Against Prohibition à la base, qui s'est transformé maintenant en Law Enforcement Action Partnership, excusez mon anglais, mais c'est pour regrouper policiers, magistrats, douaniers, militaires et membres de la société civile pour réfléchir aux questions des politiques des drogues et pour apporter mon expérience bien sûr spécifique de la brigade des stupes pour essayer justement de partager les constats que cette politique des drogues ne fonctionne pas et au-delà de ça d'essayer de proposer des solutions pour avoir des politiques publiques qui soient plus juste et plus proche, on va dire, des attentes de la population. Alors, vous avez évoqué la question de la parole raciste qui est complètement libérée, parole raciste, sexiste et homophobe, d'ailleurs, qui
qui est libéré dans les commissariats de police. Est-ce que on peut dire aujourd'hui qu'il y a une sorte de racisme structurel au sein de la police en France, ou alors il y a juste une sorte de laisser-aller qui profite à ceux qui portent cette parole? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Il y a effectivement, d'un point de vue structurel, il y a des choses aberrantes encore, hein. Vous avez par exemple une rubrique dans la main courante, c'est-à-dire qu'un policier rentre d'intervention, il fait son compte rendu d'intervention, il va l'enregistrer dans la main courante, et il y a une rubrique intitulée « Perturbateur indésirable ». Et dans cette rubrique indésirable, qui a quand même un sens, une connotation historique comme terme, on y met en général les jeunes qui sont contrôlés dans la rue, pour lesquels il n'y a pas d'infraction, mais qui sont considérés inconsciemment par les policiers comme indésirables. Donc déjà, structurellement... En fait, ils n'ont rien perturbé, mais ils sont quand même des perturbateurs, et ils sont indésirables aussi. En tout cas, c'est enregistré comme tel. Donc ça... inconsciemment, le policier les voit comme des perturbateurs ou des indésirables. Il y a aussi, je dirais, la culture professionnelle. C'est-à-dire qu'on a un métier qui est quand même assez dur, où on a tendance à être isolé, on va dire, comme si on était dans une forteresse un peu assiégée et les policiers sont d'ailleurs très critiques des médias, des politiques et de tout ce qui peut venir de l'extérieur et qui peut avoir un regard critique. Donc ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Et dans ce repli sur soi, il y a aussi un autre phénomène qui est entré en ligne de compte avec les attentats à partir de 2015, c'est la libération de la parole raciste. On l'a vu dans la société, on l'a vu dans l'espace public en général, et particulièrement dans la police. Et je pense que voilà, c'est la combinaison de ces trois phénomènes qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, on a aux dernières élections professionnelles 5000 policiers qui votent pour des syndicats officiellement d'extrême droite, rattachés soit au Rassemblement national, soit à Éric Zemmour. Et on a de mémoire plus de 60 000 policiers qui votent donc pour le syndicat qui dit que le problème de la police est la justice. Donc ça fait quand même la moitié des policiers qui sont, on va dire, sur... des positions assez dures, et y compris parfois discriminantes voire racistes. Donc effectivement, c'est assez inquiétant l'état dans lequel on trouve la police aujourd'hui. Alors en filigrane apparaît toujours le rôle de l'IGPN que vous présentez comme peu courageuse et partiale. Oui, dans la mesure où, là je vais citer l'exemple précis de nos témoins, Jean-Marc, lui a dénoncé des violences policières sur mineurs à Pau, et on a pu voir que l'IGPN, malgré les conclusions d'une première enquête administrative qui établissait les faits, a complètement inversé ses conclusions dans l'enquête judiciaire, et Jean-Marc s'est retrouvé accusé au tribunal correctionnel par 2 fois de dénonciation calomnieuse. Donc imaginez pour un policier se retrouver accusé au tribunal face à ses pairs de mensonges et de délits. Moi je trouve ça dramatique que l'IGPN n'ait pas fait une enquête justement partiale et honnête, comme on a le droit de l'entendre de sa part. Et au-delà de ça, on a vu que dans les divers témoignages, Jean-Marc n'était pas dans un cas isolé, malheureusement, et qu'on pouvait voir que l'IGPN se comportait de manière différente, on va dire, en fonction des policiers. J'ai d'ailleurs un membre de l'IGPN qui m'avait confié un jour, quand on est gardien de la paix, quand on a affaire à des gardiens de la paix, on les vire. Quand on a affaire à des officiers, on les mute. Et quand on a affaire à des commissaires, on leur donne une promotion. Donc ça donne un petit peu l'état d'esprit, malheureusement, qu'il peut y avoir dans cette institution qui mériterait d'être indépendante, parce qu'on a besoin, à la fois les policiers et à la fois la population, d'une instance qui soit juste, équilibrée et équitable dans ces enquêtes. Et malheureusement, l'IGPN, pour l'instant, n'est pas indépendante et ne peut pas avoir ce rôle d'impartialité qu'on lui voudrait. Donc vous plaidez en fait pour une réforme de l'IGPN pour qu'elle devienne une sorte d'instance qui est complètement déliée de la hiérarchie policière. Non seulement une réforme, mais au-delà de ça, une indépendance véritable, parce que là, elle est rattachée structurellement à l'autorité du ministère de l'Intérieur. Donc ça pose problème quand on a un organe qui va enquêter, on va dire, sur un autre organe qui fait partie du même ministère. Je veux dire, les garanties ne sont pas respectées, en tout cas à ce niveau-là. C'est pour ça que moi, je prône, et ma co-autrice aussi d'ailleurs, sur l'indépendance de l'IGPN dans une structure équivalente par exemple au défenseur des droits, qui pourrait avoir une capacité d'enquête avec bien sûr des policiers ou avec des gendarmes pour pouvoir connaître les subtilités de la maison. Alors en filigrane aussi, le rôle des syndicats policiers qui n'est manifestement pas satisfaisant. Vous en parlez en filigrane de tout ce livre. Alors pourquoi les syndicats policiers sont-ils aussi problématiques ? Quel regard vous portez sur eux ?
Je vais vous donner un exemple qui s'est passé à Pau. On a eu d'ailleurs un documentaire complément d'enquête qui est passé récemment, qui a mis en lumière justement tout ce système syndical, et particulièrement à Pau, où 2 policiers avaient commis des violences sur mineurs et avaient été réhabilités, on va dire, dans l'institution. Il faut savoir, ce qui a été dit dans le reportage, c'est que le délégué, donc Alliance pour le coup, avait, suite à leur suspension temporaire, organisé une collecte d'argent auprès de ses collègues, mais je veux dire ouvertement et officiellement par l'intermédiaire de la hiérarchie aussi, pour récupérer l'argent pour pouvoir financer la perte de salaire des policiers, donc en gros qu'il n'y ait pas de sanctions pécuniaires suite à leur suspension. Cet exemple-là, à mon sens, il est révélateur de la perdition en fait, des syndicats de police en général, puisque je l'ai dit au début, il ne se concentre maintenant plus que la cogestion des grades et des mutations avec l'administration, et ils ne jouent plus leur rôle de contre-pouvoir. C'est-à-dire que non seulement ils n'ont pas de réflexion stratégique, de vision de la police à proposer, ou de réflexion à long terme, mais en plus, ils sont également dans la cogestion avec le pouvoir politique, puisqu'on a pu voir la constitution récente du bloc syndical, donc une réunification d'alliances, UNSA et 13 syndicats de policiers en tout, applaudi et enfin soutenu par Gérald Darmanin, qui était présent lui-même pour soutenir cette démarche. Donc là, on voit la cogestion entre le ministère de l'Intérieur et l'organe syndical qui fait que, malheureusement, et c'est ce qu'on démontre aussi au travers de tous les témoignages du livre, il n'y a plus de contre-pouvoir en interne policier. En tout cas, c'est le rôle que devraient occuper les syndicats, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Mais est-ce qu'il est possible de sortir de ce cercle vicieux de la cogestion justement entre syndicats de police radicalisés d'une certaine manière et ministère de l'Intérieur, surtout quand on a un ministre comme en France qui a manifestement des ambitions nationales et qui joue son Sarkozy, c'est-à-dire que ça avait bien réussi à Nicolas Sarkozy d'instrumentaliser les chiffres, d'instrumentaliser la police et le narratif autour de la police. Est-ce qu'il y a une manière d'en sortir? Est-ce que c'est perdu? Parce que vous avez quitté la police, peut-être que c'est parce que vous considérez qu'il n'y a plus rien à faire. Et au contraire, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire et je suis plein d'espoir, même si j'ai quitté la police parce que de l'intérieur c'était compliqué, voire impossible. Le pas de côté que j'ai pu faire, et notamment l'écriture de ce livre et la façon dont on le porte aussi ce livre, puisqu'on a eu la chance mercredi dernier de présenter les témoignages directement à l'Assemblée nationale devant un panel large de députés et en plus de journalistes. Voilà, on a espoir justement que ces révélations qui sont un peu contre nature jusqu'à présent vont permettre l'éveil des consciences à la fois des policiers, mais au sens plus large de la population, qui puisse prendre conscience que les policiers ont de réelles difficultés pour porter le changement en interne. Et voilà, on aspire en tout cas à ce que tout le monde se mette ensemble pour pouvoir réclamer une meilleure police, tout simplement. Merci Fabien. Je rappelle le titre du livre que vous co-signez avec Agnès Naudin, Police, la loi de l'Omerta, sous-titré « Soit tu fermes ta gueule, soit tu fermes ta gueule », paru aux éditions Le Cherche Midi, un livre important pour qui veut comprendre de l'intérieur l'institution qui est chargée de faire respecter la loi et de faire régner la sûreté publique en France.